Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de votre magazine APEC RH. Le monde de l'entreprise est bouleversé par une crise qui nous touche tous, à la fois personnellement et professionnellement. Alors que les collaborateurs voient leur avenir d'un œil incertain, les entreprises tentent de repenser leur fonctionnement pour s'adapter à ces nouvelles réalités. Cette crise nous amène donc à nous questionner sur notre capacité à réagir, mais aussi à accepter le changement. Et si enclencher efficacement la reprise devait commencer par accepter que rien ne sera plus jamais comme avant? Plus que jamais, il est nécessaire de comprendre la nature du changement et son processus d'acceptation afin de mieux l'accompagner et l'accélérer au sein de l'entreprise. Des questions résolument philosophiques qui apparaissent aujourd'hui comme essentielles pour repenser le monde du travail. Mais comment amener le discours philosophique en entreprise? Celui-ci peut-il nous aider à mieux traverser la crise et pourquoi pas à en ressortir grandi et plus fort? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Julie Dupéret, diplômée en philosophie et en gestion des entreprises à la Sorbonne, coprésidente de l'association Faire Philo, dont les travaux croisent sa formation philosophique avec sa connaissance du travail en entreprise. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, comment une entreprise peut-elle s'assurer que les changements qu'elle doit opérer pourront être intégrés par ses collaborateurs ? Pour moi, la question qui se pose ici, en premier lieu, ce serait peut-être de comprendre comment est-ce que les individus changent, comment est-ce que les collaborateurs d'une entreprise adoptent de nouvelles habitudes. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait converger les changements d'une entreprise avec ceux que les collaborateurs mettent en place dans leur vie professionnelle et personnelle. Et en fait, je pense que le point clé peut-être de ce questionnement, c'est d'aller creuser sur qu'est-ce qui fait que mes collaborateurs sont en capacité ou non de changer, et est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur cette capacité-là. En fait, dans le changement, ce qui pour moi est vraiment concret et palpable, c'est la modification ou le renouvellement des habitudes. On oppose souvent le changement à l'habitude. Le changement, c'est ce qui vient justement bouleverser notre routine, c'est ce qui vient complètement casser notre habitude et notre pratique quotidienne dans le cadre d'un travail. L'erreur, c'est de voir l'habitude et la routine comme des choses qui sont immuables, alors que ce sont en fait des éléments qui se construisent et qui s'altèrent en fonction de l'environnement. C'est vraiment un petit peu la matrice de l'adaptation. Accepter le changement, c'est s'adapter, et s'adapter, c'est faire un travail de modification et de mise à jour de nos habitudes. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça comme ça, parce qu'en fait on pourrait se dire on remplace une habitude par une autre. Mais en fait, ce serait ignorer la manière dont le changement advient. C'est jamais un saut brusque entre un point A et un point B. C'est plutôt une manière, un passage, un processus. Et c'est là où les habitudes sont hyper importantes pour comprendre. Il y avait Gaston Bachelard, qui est un philosophe du XXe siècle, qui s'exprime à propos des habitudes et qui présente sa manière de voir les choses, selon laquelle l'habitude est ce qui permet en fait de se renouveler. Donc c'est un petit peu le cycle de l'habitude qui recommence à chaque fois, mais qui peut emmener avec lui à chaque fois quelque chose de nouveau. Finalement, dans l'habitude, il y a vraiment un pouvoir de pas à pas de travailler sur quelque chose qu'on recommence toujours, mais en le modifiant légèrement. Du coup, ce que je dirais pour répondre à la question de cette convergence entre ce qu'on souhaite mettre en place comme changement et ce que peuvent faire les individus concernés, c'est de travailler sur l'accompagnement de la modification de ces habitudes. Est-ce que l'entreprise a interrogé et observé les habitudes d'avant, avant le changement ou avant la crise? Est-ce qu'elle a mesuré l'impact et les modifications de ces habitudes par le changement? Est-ce qu'elle a identifié ce qui pouvait être conservé ou mis en place différemment? Est-ce qu'elle a pris en compte l'impact de ces modifications sur les habitudes de vie des collaborateurs, par exemple, et puis donc leur équilibre de vie professionnelle et personnelle? Si elle a fait ce travail-là, elle est plutôt dans une démarche de convergence, effectivement, entre ce qu'elle souhaite mettre en place et ce qui peut être fait dans le cadre d'un changement collectif ou d'un changement dans une équipe. Pour moi, c'est vraiment ça un des points essentiels. Le discours philosophique peut-il, selon vous, préparer les collaborateurs au changement ? Ou alors, comment introduire la philosophie dans les démarches internes de l'entreprise et la transformer en un outil à disposition des RH, des managers, des dirigeants? Le discours philosophique en entreprise, il est assez varié. Il y a de nombreuses prestations qui existent, de nombreux intervenants aussi, acteurs sur le terrain.
Mais je remarque quand même qu'il y a une méthodologie générale commune qui peut se dégager et qui tient, je pense, à la nature même de la pratique philosophique. C'est la prise de recul. Le fameux pas de côté, la suspension de l'action au profit d'une analyse plus poussée que ce à quoi on peut accéder quand on a la tête un petit peu dans l'opérationnel, dans le concret. Et cette analyse, elle va permettre d'avoir une vision plus claire de ce qui se joue réellement dans le contexte d'intervention. Donc pour moi, c'est un peu l'outil de base du philosophe qui arrive dans une entreprise. C'est vraiment la capacité, la compétence à poser les bonnes questions, à creuser un petit peu tout ce qui va être sous-entendu, présupposé, travailler sur tout ce qui est un peu latent dans ce qui est véhiculé par exemple la vision de l'entreprise, par ses règles, ses process, mais aussi par toutes ces habitudes officieuses, on va dire, toutes ces pratiques qui ne sont pas décrites par les process, mais qui sont quand même existantes et qui ont un poids certain dans la vie professionnelle de tous les collaborateurs. Et en fait, le philosophe va pouvoir, en général, quand il intervient sur une problématique donnée, se baser sur toute cette observation-là en posant des questions et en sortir les questions à se poser pour avancer. Cet outil de base, c'est un petit peu le connais-toi toi-même socratique. C'est-à-dire que le philosophe va peut-être pouvoir accompagner l'entreprise, ou en tout cas l'équipe dans laquelle il se trouve, à exercer ce connais-toi toi-même, c'est-à-dire une connaissance de soi rationnelle, non pas psychologique. On est plutôt sur une connaissance par l'entreprise ou par l'équipe de ses limites. Comprendre jusqu'où on peut aller, comprendre jusqu'où on peut connaître quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'assez pragmatique et qui va permettre de ne pas craindre ce qu'on va découvrir, de se placer un peu en hauteur, un peu à côté de ce qu'on fait tous les jours, pour en voir les contradictions, pour en voir les bénéfices aussi, et pour voir ce qui devrait ou non changer. Donc c'est en ça, je pense que le philosophe en entreprise, il peut parfois paraître un peu piquant, parfois il va pointer du doigt un petit peu ce qui fait mal, il va soulever des questions qui jusqu'ici ne s'étaient pas forcément présentées de manière frontale. Et donc c'est un peu un élément extérieur qui va venir dans l'entreprise exercer cette autre forme de discours que celui plutôt plus institutionnel. Donc le philosophe en entreprise, il va quand même pas être là pour donner des réponses, mais plutôt pour aider à se poser les bonnes questions. Et il va pouvoir aider à répondre avec ses propres mots et ses propres outils, mais ça sera toujours ensuite à transposer dans votre langage, dans votre opérationnel, dans vos process. L'objectif, en fait, avec le philosophe, c'est pas de construire un discours idéal, mais de capter des réalités qui vont tenir à la nature du travail, par exemple, la nature de l'apprentissage, la nature du collectif, du langage, de comment est-ce qu'on fait société quand on est dans ce collectif de collègues, de collaborateurs, etc. Le philosophe, il va pouvoir avoir une attention sur vos process, sur un peu la technique, parce qu'on a des bases de logique, on a certaines manières de poser des questions qui vont vous permettre d'avoir des idées pour avancer et pour faire changer les choses. Il peut aussi vous aider sur des éléments qui sont plus latents et qui vont plus tenir à la nature même de l'activité professionnelle en groupe. C'est-à-dire un petit peu tout ce qui constitue, tout ce qui construit notre vie professionnelle, notre vie au travail, mais qui n'est jamais questionné puisque c'est considéré comme un petit peu le normal, ce qui existe avant même toute activité ou toute action professionnelle. Donc tout ça, ça va permettre en fait d'essayer de contempler un peu toute la machine de l'entreprise ou de l'équipe, de voir un peu où est-ce que ça s'est enrayé, de chercher où sont les problèmes, quitte à démonter cette machine pièce par pièce, et de, en quelque sorte, réécrire une notice plus à jour, plus adaptée à l'environnement, et donc à ce qui a changé. Donc c'est en ça, je pense, que le philosophe d'entreprise peut aider face au changement. Il y en a beaucoup d'ailleurs des acteurs qui travaillent sur de la conduite du changement, sur de la transformation d'entreprise, et qui ont vraiment ce rôle de questionnement, d'analyse, avec cet aspect complémentaire peut-être du travail d'autres typologies d'intervenants en entreprise, comme les coachs ou les consultants, et qui est que en philosophie, on a vraiment des sujets creusés, sur lesquels des philosophes ont posé déjà des systèmes de pensée, des méthodologies,
et qui sont très, en fait, très actuels sur le travail, sur un petit peu ce que j'ai dit avant, l'apprentissage, le collectif, etc. Donc ça donne une coloration peut-être plus essentielle, ou en tout cas qui va aller sur des terrains sur lesquels on n'a pas forcément sollicité d'autres types d'acteurs à aller. Voilà. Et pour finir, quelles sont selon vous les lignes de conduite que peuvent adopter les entreprises pour mieux appréhender ces changements et les faire assimiler par leurs collaborateurs ? Alors les lignes de conduite, pour moi, la première déjà que je vois, ce serait de dédramatiser le changement. Il y a tout un langage autour du changement et de la transformation d'entreprise qui est assez radical et qui est très omniprésent aussi dans les médias, sur les réseaux sociaux, et qui parfois en fait ne colle pas vraiment à ce que vivent ou imaginent les collaborateurs d'une entreprise qui y sont confrontés. Notamment dans le cadre de transformation digitale, de changement numérique, etc. Il y a quand même toute une mythologie autour de ça qui est construite par tous ces articles, toutes ces communications internes parfois aussi sur ce qui va arriver, les nouveaux changements, etc. Et on se retrouve parfois avec un écart entre la parole entendue et ce qui se passe vraiment en pratique quand un nouvel outil, par exemple, se met en place dans notre service pour travailler différemment et qui change un petit peu tout notre mode, de travail classique. Ça fait un peu peur, ça stresse, ça provoque beaucoup de résistance et de difficultés. Et je suis assez convaincue qu'il y a peut-être une partie de ces résistances et de ces difficultés qui pourraient être enlevées en ayant un discours peut-être du coup moins radical et moins axé sur la transformation, sur toute ce côté un peu dramatique qu'a le changement. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Ça touche de plus en plus de monde. Beaucoup de services et de collaborateurs sont confrontés à de la conduite du changement, à un nouveau projet qui arrive, à des changements qui sont accompagnés plus ou moins bien. Et donc tout ça, c'est peut-être une ligne de conduite à adopter que de se dire, j'utilise la transparence, j'informe, j'explique les causes et les conséquences du changement, et je sors aussi de ce langage peut-être un peu trop marketé parfois autour de la transformation digitale et de son impact, de ses enjeux, pour aller sur quelque chose de plus opérationnel, qui parle peut-être plus aux personnes qui y sont confrontées. Il y a aussi une question de décélérer. Alors ça, c'est plus en réaction au sujet de départ de ce podcast qui proposait de questionner la possibilité d'accélérer ces changements. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez sensible en fait. Peut-être qu'il ne faut pas trop oublier la notion du temps qui est nécessaire à l'apprentissage et à la construction d'une nouvelle pratique au travail. En fait, l'accélérateur du changement, c'est jamais quelque chose d'instantané. On ne va pas passer d'un point A à un point B en un instant. Il y a forcément un temps d'adaptation, un temps de mise en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Et c'est la nature même du changement que d'avoir cette progression, ce pas à pas en fait, pour sortir d'une situation A et aller vers une situation B. Alors lorsqu'il y a urgence à changer, en situation de crise par exemple, on constate qu'il y a des routines provisoires qui se mettent en place assez rapidement et qui sont d'ailleurs parfois des trames pour améliorer les routines anciennes et construire les nouvelles en post-crise. Mais tout ça, ça fait partie d'un process qui est plus long, plus réfléchi et dans lequel l'accélération n'a pas forcément sa place, dans le sens où c'est plutôt un vecteur de stress et plutôt un vecteur de complexité en fait. Je pense qu'il y a matière à savoir ou à apprendre à mieux se servir du temps. C'est déjà quelque chose qui est assez pratiqué, hein, se servir du temps comme du temps qu'on a pour changer en allant plus sur l'observation, sur le questionnement des personnes concernées, plus d'agilité peut-être aussi dans les projets et qui permet d'avoir cet aller-retour entre ceux qui mettent en place le changement et ceux qui vont le vivre pour se servir de ce temps qu'on a entre le point A et le point B et faire en sorte que le changement soit le plus adapté possible à la cible. Et le dernier point, pour moi, ce serait peut-être aussi un peu de déconnecter, de parfois permettre des temps de déconnexion au travail ou dans la vie personnelle. Et ça permet d'activer le changement d'une autre manière. Ça permet peut-être de prendre du recul,
par exemple en faisant intervenir un philosophe, pourquoi pas. Ça peut être parfois un bon moyen pour l'individu finalement de sortir la tête de sa pratique quotidienne, d'essayer de voir plus loin, de comprendre peut-être les enjeux du changement selon un prisme différent du prisme opérationnel, et peut-être parfois d'accepter d'une manière plus facile ce qui va advenir, en se disant peut-être que tout ça n'est que son travail, de rééquilibrer un petit peu tout le côté émotionnel qui a été provoqué par l'arrivée du changement, et qui fait que quand on est aussi absorbé par le travail que ce qu'on constate dans la manière dont ça s'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et notamment par tous les changements qui nous sont annoncés, changement d'outils, changement d'équipe, changement de process, si on prend un peu de recul et en dédramatisant un petit peu, en faisant une pause, souvent on y voit plus clair. Merci beaucoup pour ces réponses, Julie. Merci. Et maintenant, c'est l'instant carte blanche. Que souhaiteriez-vous ajouter à l'attention de nos auditeurs ? Il y a aussi, pour aller peut-être un peu plus loin sur cette question-là, la possibilité maintenant de se renseigner auprès des structures qui commencent à émerger sur ces intervenants philosophes. Moi, par exemple, je co-préside l'association Faire Philo, qui est une association qui forme un réseau des professionnels de l'intervention philosophique, que ce soit en entreprise ou auprès du grand public. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble sur nos pratiques, sur comment est-ce qu'on accompagne nos clients, les différentes entreprises, et puis d'avoir un petit peu ce réseau-là et cette visibilité-là. Donc n'hésitez pas à aller nous découvrir, donc sur fairphilo.com par exemple, ou sur LinkedIn. Julie, merci encore pour ces éclairages. Merci. Quant à vous, chers auditeurs, vous avez désormais toutes les cartes en main pour accepter le changement et le faire accepter. Pour en savoir plus, retrouvez tous nos contenus sur la thématique des RH face à la crise sur notre site recruteur.apec.fr.